si on veut réellement résoudre le problème, on voit bien que ça ne peut pas être que le bâton, que ça ne peut pas être que les sanctions. On n'a pas gagné cette guerre parce que les gens ont été forcés d'aller à l'armée. On a gagné cette guerre parce que les réservistes y ont été pour le sixième, septième, huitième et neuvième tour de garde. Eh bien voilà, il est 8h07 ce matin sur Radio Kalita et nous sommes en ligne avec Raphaël Hamzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bokertov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Permettez-nous d'emblée, puisque c'est la première fois qu'on se parle depuis la disparition de votre frère, de vous présenter nos condoléances pour la disparition de votre frère Shmuel Hamzalag, qui était un membre de l'équipe de Kalita, un membre regretté de l'équipe de Kalita qui nous a quittés il y a environ 2 mois. Merci d'être avec nous ce matin et d'être disponible pour répondre à nos questions. Raphaël, je rappelle que vous êtes membre du Likoud et avec vous, je voudrais qu'on revienne sur, on va dire, les 2 événements politiques qui se distinguent en ce début de semaine, on va dire, en ce milieu de semaine. D'abord, la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot d'un côté, et puis on va parler aussi de l'amnistie demandée par Binyamin Netanyahou. Alors cette loi, d'abord sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, on a vu hier à la Knesset beaucoup d'effervescence au sein de la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. Et ce que l'on constate finalement, c'est qu'il y a une sorte de flux au sein même du Likoud de députés qui s'opposent au vote de cette loi. Quelle est votre position? Vous pensez que le Likoud, c'est bon pour le Likoud, on va dire même électoralement, de promouvoir une telle loi aujourd'hui à quelques mois des élections, puisque c'est apparemment irréversible ces élections? Les élections, elles sont irréversibles parce qu'il y a une date. On n'est pas en dictature. Tous les 4 ans, il y a des élections. Donc, les élections doivent se tenir si elles se tiennent à date. D'ici 1 an, un peu moins d'1 an à peu près, il me semble que c'est novembre 2026. Et en général, c'est décidé, techniquement, c'est toujours quelques mois avant. Donc de toutes les façons que le budget, même si le budget passe, on aura des élections l'année prochaine. La question de cette loi, elle est, comme d'habitude, beaucoup plus complexe et surtout bien au-delà de tous les cris qu'on a pu entendre hier à la Knesset. Pourquoi? Et je vais vous répondre par rapport au Likoud, mais d'abord, j'aimerais donner une phrase de compréhension. Euh, Cela fait 2 ans qu'il n'y a pas de loi qui permet aux étudiants de yeshiva ultra-orthodoxes de ne pas aller à l'armée. Donc, on assiste à une criminalisation du process, ce qui fait que avec cette agressivité du Yehut Mishpati Lamemshala, donc les La instructions conseillère qui sont juridique. sales, des conseillers juridiques, on va transformer chaque élève de yeshiva, on va lui envoyer un premier ordre de venir, un second, un troisième, un quatrième, ce qui se fait en général en 1 an et demi, 2 ans, on fait ça en moins de 4 semaines, de façon à ce qu'ils puissent avoir tout de suite un statut de déserteur et à ce qu'on puisse aller matraquer un maximum. Le problème, c'est quoi, Daniel? C'est que ça a eu absolument aucun impact positif sur le nombre de soldats qui sont venus Oui. renforcer les rangs de Tsahal. Donc le débat Ça a même n'est eu, pas selon le commandant de la brigade des Hashmonaïm, un effet négatif. C'est-à-dire, un effet négatif. Exactement. Donc en fait, la question, si vous voulez, et il faut bien que les auditeurs le comprennent, n'est pas est-ce qu'on veut qu'il y ait 7500 Haredim qui soient dans les rangs de salle sous 3 ans ou sous 5 ans ou sous 2 ans, combien y aura-t-il de combattants, combien y aura-t-il de personnes qui vont faire un service civil qui va faire force de loi comme si c'était un service militaire, va-t-on voir un vrai changement de société, un vrai changement au sein de cette frange importante de la population qui va grandissante. La question, l'écrit d'hier, c'était uniquement quelque chose à des fins politiques. Parce que si on veut réellement résoudre le problème, on voit bien que ça ne peut pas être que le bâton, que ça ne peut pas être que les sanctions. Vous avez bien vu le nombre de manifestations et l'inefficacité qui a lieu depuis les 2 dernières années. Donc la question déjà, c'est comment résoudre ce problème. Et là, il y a un débat même au sein du Likoud, et là je réponds à votre question. Il y a certains députés qui pensent que c'est une loi historique, parce qu'elle va permettre d'ici 5 ans, sous 5 ans, d'arriver à 50% de ce qu'on appelle de chaque promotion d'enrôlement. Donc c'est des milliers et des milliers de Haredim qui vont arriver dans les rangs de salle. Et ceux qui défendent la loi disent, au fur et à mesure du temps, il n'y aura pas une famille Haredite qui n'aura pas eu un cousin, un frère qui aura été dans les rangs de salle et qui va pouvoir changer la conception que cette population ultra-orthodoxe a de Tsahal comme facteur assimilationniste. C'est la raison pour laquelle il dit
disent et ils justifient ne pas vouloir servir, en tout cas pour ceux qui n'étudient pas à 100%. Donc ça, c'est une frange du Likoud. Une autre frange du Likoud dit, on a une occasion historique post-October 7, hein, on a quelque chose à faire, on a des besoins qui sont des besoins nouveaux, et il faut qu'on aille plus vite et qu'on demande plus. Mais les démagos, c'est ceux qui pensent un peu à la Yair Lapid, qu'on peut interdire les gens de voter, qu'on peut leur interdire de passer le permis, bientôt on va leur interdire de respirer, et puis que ça va rajouter des gens qui vont aller servir à Tzal. Personne, on n'a pas gagné cette guerre parce que les gens ont été forcés d'aller à l'armée, on a gagné cette guerre parce que les réservistes y ont été pour le 6e, 7e, 8e et 9e tour de garde. Alors justement, parce que vous mentionnez les réservistes, mais il suffit d'un calcul, on l'a fait hier avec Yom Tov Kalfon, il s'avère que finalement, les quotas mentionnés dans la loi Bismuth, eh bien, sont des quotas extrêmement bas en termes d'enrôlement, c'est-à-dire que quasiment cela ne rajoute aucun soldat orthodoxe à la réalité actuelle, c'est-à-dire parce qu'il y a une partie des orthodoxes qui iront justement dans le service civil, dans les unités comme Zaka, comme Magen David Adom, comme Hatzalah, et finalement concrètement ça ne rajoute pas, et donc le fardeau sécuritaire reste toujours sur les épaules essentiellement, on va dire, d'autres communautés. Et on parle beaucoup du sionisme religieux parce que le sionisme religieux est monté au créneau dans cette affaire-là pour protester parce qu'il n'en peut plus. Bon, alors d'abord, au niveau factuel, ce que vous dites, c'est faux. La loi telle qu'elle est proposée, elle permet un service civil uniquement au Shabak ou au Mossad ou à la police. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service civil dans le cadre de cette loi à Zaka ou dans des organisations extrêmement importantes comme ces organisations de premiers secours, que ce soit le Magen David Adom, Hatzalah, etc. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y avait dans la version précédente de la loi un quota de combattants. D'accord. Mais lorsqu'on parle d'enrôlement à Tsahal aujourd'hui, Daniel, et lorsque l'opposition parle d'enrôlement à Tsahal, personne ne fait la différence, à ce que je sache, entre un service dans les renseignements à Shmoné Echad ou à Shmoné Mataim, ou pour faire le jardinage de la base X dans le Negev, ou pour être en première ligne. On comprend bien que tous ne peuvent pas être en première ligne, que pour pouvoir entrer en première ligne, il faut avoir une capacité physique, une aptitude physique. Donc la question est de savoir est-ce que le quota de combattants va être plus élevé, mais de là à dire que ça va pas changer la réalité sur le terrain, c'est faux. On n'a jamais eu un objectif de 50% de promotion de chaque promo ultra-orthodoxe qui rentre à Tzahal. Les chiffres précédents qui n'ont d'ailleurs pas été respectés, vous vous rappelez la fameuse histoire avec Orna Barbivaï lorsqu'elle était responsable des ressources humaines à Tzahal, c'était 1000, 2000 et ça n'a jamais été respecté. Donc on est vraiment sur un changement qui est un changement profond. Le vrai débat, c'est quelle est la limite qui va nous permettre réellement de créer le changement avec les ultra-orthodoxes. Parce que si le but, c'est j'allais dire, d'aller percer, d'aller percuter les ultra-orthodoxes, ils vont se recroqueviller encore plus. Et au final, on n'aura absolument rien parce que c'est la technique qui est en place depuis 2 ans et elle ne porte aucun fruit. Alors, concrètement, vous ne craignez pas, hein, vous ne craignez pas que cela ait des répercussions électorales sur le Likoud, que cela affecte, on va dire, le Likoud? Moi, je pense que l'électorat du Likoud est vraiment divisé sur la question. Et c'est ce qui fait la force du Likoud. On est un parti démocratique. D'ailleurs, ce serait pas une mauvaise idée, au vu des prochaines élections, que d'autres partis cessent d'être complètement autocratiques et dictatoriaux et se mettent à faire des primaires. Et donc, il y a des avis qui sont divergents. Certains pensent, comme je vous l'ai dit dans ce débat, qui est un débat complexe, qu'il faut plutôt aller vers les Haredim et permettre au changement de se faire étape après étape, année après année, mais avec des objectifs clairs et avec des sanctions importantes sur les institutions et sur les personnes qui dérogeraient à la règle. D'autres pensent que, au vu des impératifs sécuritaires, il faut accélérer les choses et il faut forcer un peu plus. Après, la question politique, c'est de savoir est-ce que dans le climat actuel, dans la conjoncture actuelle au niveau politique, on est capable de trouver l'équilibre dans cette coalition. Mon avis, je suis extrêmement pessimiste pour la simple et bonne raison que les pressions ne se font pas
seulement sur, j'allais dire, la frange sioniste de la coalition, mais aussi les ultra-orthodoxes et les franges extrêmes là-bas Mhm. font pression énormément au sein du monde ultra-orthodoxe sur les représentants ultra-orthodoxes eux-mêmes. Donc ça fait beaucoup pour pouvoir avoir 65 Ouais. voix ou 66 voix ou 61 voix même. Oui, 61 voix. Apparemment, pour Voilà. l'instant, on n'y est pas encore. Du- Il en manque quelques-unes, en tout cas. Alors, je voudrais avoir aussi votre appréciation sur la décision de Benjamin Netanyahou de demander une amnistie, une grâce présidentielle au président de l'État. Vous croyez que c'était démarche, une démarche souhaitée ou souhaitable pour Benjamin Netanyahou? Bah, je vais vous dire, je souris parce que je pense que cette demande ne va aboutir à rien. Parce qu'au final, quand bien même le président de l'État donnerait une grâce à Benjamin Netanyahu, et quand bien même la loi est absolument claire sur le fait qu'on ne puisse pas avoir une révision judiciaire, une révision juridique sur ces prérogatives du président de l'État, on sait très bien que ça va finir à la Cour suprême et qu'au final, ça n'ira pas au bout. Vous pensez vraiment Voilà, qu'une décision qui serait prise par le président de l'État d'amnistier Benjamin bien Netanyahou sûr. pourrait être remise en cause par la Bien Cour sûr. suprême? Hier, on a assisté à un nouvel épisode de cette farce lorsque la Cour suprême était censée discuter de la conseillère juridique du gouvernement qui a été donc mise à pied et qui a été, dont son rôle a été arrêté par le gouvernement. Et celle qui était censée défendre la position du gouvernement contre le fait qu'elle ait été mise à la porte, c'était donc la conseillère juridique du gouvernement. Donc c'est un théâtre d'absurde à laquelle la Cour suprême donne main. Et d'ailleurs, ils ont même décidé de ne pas maintenir Le débat. de donner en fait le débat. C'est absurde. Donc à ce niveau-là d'absurdité, après qu'ils aient réfuté aussi des lois qui étaient des lois constitutionnelles, etc. Il n'y a pas de limite. Donc je pense que ça ne va pas aboutir. Mais dans le fond, ce que Benjamin Netanyahu dit dans sa lettre, c'est on voit tous, et d'ailleurs les juges le disent très clairement, qu'il y a eu des impairs extrêmement graves dans la façon dont ce dossier a été monté. Il a été monté de toutes pièces pour obtenir qu'une chose, c'est que je cesse d'être Premier ministre. D'ailleurs, c'est pas pour rien, Daniel, que systématiquement et encore aujourd'hui, la gauche ne cesse de dire donnez-lui justement son amnistie personnelle à condition qu'il quitte la scène politique. Il n'a jamais été question de la gravité des actes de Benjamin Netanyahou, qui se révèlent être plutôt des inventions de la prosécution et pas du tout des réels actes. Il a toujours été question de mettre Benjamin Netanyahou sur la touche, parce que c'est le rêve de cette gauche anti-bibiste qui n'a d'autres arguments d'ailleurs à apporter au peuple que son anti-bibisme, et on ne cesse de voir cette thèse se confirmer, malheureusement, parce qu'il pourrait avoir tellement de choses à apporter dans le débat politique. Donc, pour ma part, ça ne va pas aboutir. Si ça va un peu plus loin, ça va être bloqué un peu plus loin, parce qu'encore une fois, aussi ici, il y a tellement de force, il y a tellement d'entêtement, parce que vous savez, le parquet aurait pu décider, après que les juges aient dit au parquet, vous n'allez pas réussir à prouver qu'il y a ici un pot de vin, qu'il y a un shohrad, avec une lettre, quelque chose qu'on ne fait jamais. Clairement, les trois juges, ils ont continué, ils continuent sur cet acte d'accusation, et on assiste 3 fois par semaine, le Premier ministre, qui est en temps de guerre, va 3 fois par semaine discuter de nounours et de couleurs de champagne et de relations. Enfin, c'est absolument absurde ce qui se passe. Et on a des responsables de la police qui disent combien le dossier a été mené de façon avec des procédures qui étaient illégales les uns après les autres sur la chaise des accusés. C'est plus le procès de Benjamin Netanyahou, c'est le procès du parquet. Alors, et vous pensez peut-être que, justement dans la conjoncture actuelle, une telle démarche, peut-être conditionnée par certaines conditions que pourrait poser le président, vous ne pensez pas qu'elle pourrait avoir un effet d'apaisement au sein de la société israélienne? Parce que finalement, ce dossier, ce procès, il est à l'origine, on va dire, de toutes les tensions qui se sont exacerbées ces dernières années. Peut-être le moment est venu, après 2 années de guerre, de profiter de cette démarche pour peut-être essayer
de trouver une sorte de modus vivendi pour calmer les esprits, essayer de vivre ensemble, de ne pas passer notre temps à se crêper le chignon? Mais Daniel, moi je suis très pour. Je pense que Benjamin Netanyahou est pour que cela s'arrête. Sauf que votre postulat selon lequel c'est le procès qui est la source de toutes ces tensions, pour ma part, c'est le fait que la droite soit au pouvoir qui est la source de toutes les tensions. Mhm. Pour ma part, c'est pas Bibi le problème, ce sont les électeurs de Bibi le problème. Et certains têtes de file à gauche ont l'honnêteté au moins de le dire honnêtement, notamment autour d'interviews comme celle que Navid Romi fait sur I24 avec certains chefs de file de la gauche. Donc, si le problème de Benjamin Netanyahou, c'est son succès, ça a été le problème aussi de Begin à l'époque, et plus il avait de succès, plus les attaques contre lui étaient acerbes. Donc, vous me dites, on baisse les flammes. Bien sûr, baissons les flammes. Mais au final, vous analysez les messages, vous analysez la virulence. Elle vient pas du fait qu'il y a, j'allais dire, une procédure judiciaire en cours. Ça, c'était vrai les élections précédentes. Maintenant, le public, en tout cas celui qui a 67 sièges, donne 67 sièges, d'après encore I24 hier, Tsuriel Sharon, à la coalition actuelle de Benjamin Netanyahou, il donne 67 sièges et il fait complètement fi de ces procédures judiciaires parce qu'on sait très bien ce qu'elles valent et parce que les choses j'allais dire, sont suffisamment éclaircies jusque-là. Donc, bien évidemment, il faut baisser la pression. Pour baisser la pression, il faut d'abord et avant tout arrêter l'embargo contre Benjamin Netanyahou. Aussi au vu des prochaines élections. Certains ont commencé à penser à cela, notamment Benny Gantz, notamment Bennett. Vous voyez qu'ils n'ont plus les mêmes messages Oui. anti-Bibi qui avaient été les leurs. Pour ma part, c'est un positionnement politique. Après, de demander à la majorité, vous savez quoi? On va mettre votre droit de vote de côté parce qu'on aimerait mieux s'entendre. Eh bien, Oui. merci, mais non merci. Merci, mais non. Ok, merci beaucoup, justement. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir Voilà. été avec nous, de nous avoir expliqué aussi clairement que vous le faites d'habitude, comme d'habitude, ce positionnement à la fois du Likoud sur la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot et puis sur la décision de Benjamin Netanyahou de réclamer, de demander une grâce présidentielle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation. Merci, À bientôt, Daniel. à bientôt, Raphaël.